Chers amis, 4000. Vous êtes plus de 4000 artisans et chefs d'entreprise du bâtiment rassemblés pour cette journée exceptionnelle consacrée à nos métiers, à nos valeurs, à nos marchés, mais aussi à nos interrogations quant à l'avenir. Vous avez tous accepté de mettre entre parenthèses une journée au sein de vos entreprises pour participer à ce temps fort de la profession, les 24 heures du bâtiment. Quel bonheur de vous voir tous ici aujourd'hui. Quel bonheur de voir une profession rassemblée, motivée et passionnée. Cette journée sera ponctuée par des échanges, des réflexions, des coups de gueule aussi. Cette journée, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Une journée où on va parler de nous, en bien, et de notre fierté de bâtisseurs. Le président de la République nous fera l'honneur tout à l'heure de sa visite, pas dans cette salle, mais à l'étage supérieur. Je vous invite bien entendu à assister à ce moment important de la matinée. Mes chers amis, sans plus attendre, je déclare ouvert la 8e édition des 24 heures du bâtiment. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis d'être à vos côtés pour parler ensemble de votre quotidien, de cette reprise qui a déjà commencé, mais aussi, bien sûr, de votre avenir et de votre engagement syndical. Casting de la journée, vous l'avez entendu, c'est du lourd. Des présidents, Jacques Chanu, Emmanuel Macron, Mars, le protecteur de la cité, va rencontrer Jupiter. Des artistes aussi, Alain Souchon et Laurent Voulzy. Et entre les deux, Virginie, des débats. Ah oui, des débats, ça, il y en aura, on vous le promet, des débats auxquels vous pourrez participer en envoyant vos réactions par SMS au 31 035. Peut-être que ça va s'afficher derrière moi, avec le mot-clé assez simple, retenez FFB 2017, suivi de votre message. Alors vos messages sont des réactions, des interrogations, des flatteries, enfin ce que vous voulez. En tout cas, vous pouvez réagir tout au long de cette journée et nous vous demanderons aussi de vous exprimer sur des sujets qui vous concernent. Vous pouvez même envoyer des photos. Et tout de suite, une première table ronde consacrée au bâtiment évidemment, mais le bâtiment, un atout pour la France. Et pour en parler, je vais appeler sur scène des professionnels du bâtiment. Cécile Mazot, qui est avec nous aujourd'hui, qui est présidente de la société Mazot, Gros Œuvre, à Villeurbanne dans le Rhône. Je vais même l'accueillir. Cécile Mazot, qui a donc 100 salariés. Société créée en 1895. Bonjour, on s'embrasse habituellement, mais devant vous, on se serre la main. Voilà. Et Cécile Mazot a repris sa société en 2017. Ravi. Monsieur Kassa Gandega aussi est avec nous aujourd'hui, gérant de l'entreprise GD Couverture, couverture et plomberie, Clichy dans les Hauts-de-Seine, 11 salariés, entreprise créée par lui-même en 2010. Je suis ravie aussi de vous accueillir. Installez-vous, je vous en prie. Ainsi que monsieur Didier Duchesne qui va nous retrouver sur scène, gérant de l'entreprise CMD2, métallerie. La société est à Estissac dans l'Aube. Vous avez 20 salariés et c'est une entreprise que vous avez créée également en 1989. Bonjour à vous, installez-vous. Avec nous également des spécialistes de la spécialité. Guillaume Poitrinal, ancien président d'Unibail, président de Wood&Home, ex-coprésident du comité de simplification. Denis Ferrand, directeur général de CO Rexecode. Monsieur. Et Brice Teinturier, directeur général de l'Institut de sondage Ipsos. Alors vous le savez, car beaucoup d'entre vous l'ont vécu, les dernières années, ce n'était pas vraiment la fête. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez résisté et survécu à la crise. Aujourd'hui, il paraît que ça va mieux. On va voir ça. Petit rappel des faits. Déclenchée en 2007 par l'effondrement des subprimes aux États-Unis, la crise devient financière et mondiale en 2008, provoquant une chute des cours des marchés boursiers, la faillite de plusieurs établissements financiers et une première contraction brutale du marché du crédit. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un co-mouvement, une co-monotonie entre, je dirais, la crise financière et la crise qui touche
le secteur du bâtiment. C'est le début d'une dure bataille qui durera 8 ans. Dès la fin 2008, la France réagit et se dote d'un ministère de la relance. La crise est quelque chose de très grave, il ne faut pas avoir peur d'affronter la difficulté. Une enveloppe d'1,8 milliard d'euros vient financer un programme de construction de logements sociaux et intermédiaires, ainsi que le doublement du prêt à taux zéro. Le gouvernement de François Fillon met aussi en place le dispositif Cellier, puissant soutien à l'investissement locatif privé, améliore la mécanique du fonds de compensation de la TVA et réforme le plafond légal des délais de paiement. De son côté, la FFB monte au créneau auprès des collectivités locales. Sensibilisées aux difficultés du bâtiment, elles sont nombreuses à consentir des avances sur marché, parfois jusqu'à 30%. La fédération continue aussi à se battre pour la TVA à taux réduit. Les membres du G20 réunis à Londres s'accordent pour tenter de rétablir confiance, croissance et emploi. De son côté, l'Union européenne pérennise la TVA à taux réduit pour le bâtiment. En France, le statut d'auto-entrepreneur est mis en place pour simplifier la création d'une activité professionnelle individuelle. Un statut qui se traduit pour les artisans par l'explosion de la concurrence déloyale. 2 ans après le Grenelle de l'environnement, le grand chantier de la rénovation du parc existant démarre, accompagné d'un crédit d'impôt transition énergétique. Et l'objectif, c'était qu'ils puissent faire des travaux plus importants pour rénover leurs bâtiments, pour réduire vraiment la facture d'énergie. De 2010 à 2012, la crise de la dette souveraine frappe une Europe à peine convalescente. Les premières victimes sont la Grèce, l'Irlande et le Portugal. Elle débouche sur une seconde contraction du marché du crédit. Le dernier gouvernement Fillon revoit ses ambitions à la baisse en réformant le prêt à taux 0+, hors ménages les plus sociaux, les longs différés de remboursement sont supprimés. Le gouvernement décide aussi l'allongement de 15 à 30 ans du délai avant exonération de la taxation sur les plus-values immobilières, hors résidence principale, ce qui contribue au blocage du marché de l'immobilier. La variable d'ajustement de cette politique de rigueur fiscale, ça a été l'immobilier. Donc on voit qu'à ce moment-là, le nombre de constructions de logements neufs chute considérablement pour atteindre un point bas par rapport aux 500 000 logements qu'on avait en 2010-2011, on arrive à 350 000. En mai, François Hollande est élu. Parmi ses premières annonces, un objectif de 500 000 logements neufs par an. Mais Cécile Duflot ne revient pas sur les réformes du dernier gouvernement Fillon et remplace le Cellier par un dispositif qui porte son nom. Ce dispositif et les mesures qui l'accompagnent, notamment l'encadrement des loyers, gèlent le marché. La chute de l'activité reprend de plus belle. En 2013, face au risque de déflation, la BCE baisse son taux directeur à 0,25%. En France, le président Hollande annonce la mise en place d'un plan d'urgence pour le logement, favorisant construction, rénovation et réhabilitation. Mais la réforme des retraites inquiète, et notamment l'instauration du compte pénibilité, jugé complexe et inefficace par la FFB. C'en est trop pour les professionnels. Épuisés par 5 ans de crise, les adhérents de la FFB descendent dans la rue. Remis au pouvoir public, le rapport Tomasini propose une série de mesures pour simplifier la réglementation existante. Le message sera entendu. Il n'y aura plus de normes supplémentaires. La fiscalité sera simplifiée. Et nous ferons en sorte de ne pas ajouter des règlements, mais d'en enlever. Dans le collimateur de la FFB, les offres anormalement basses faussent les marchés. La FFB diffuse une méthode de détection auprès des collectivités. Sylvia Pinel, ministre du Logement, présente une série de dispositifs de simplification dans le cadre du plan Objectif 500 000. Le PTZ est renforcé dans le neuf et fait son retour dans l'ancien. Le crédit d'impôt transition énergétique est créé avec un montant d'aide égal à 30% des équipements. Le dispositif d'autoliquidation de la TVA en cas de sous-traitance est instauré. Un nouveau programme national pour la rénovation urbaine est lancé. Bruxelles, la FFB obtient de haute lutte la révision de la directive détachement. Résultat, des contrôles intensifiés dans les États membres. Mais en fin d'année, la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales est amorcée. Elle durera 3 ans. La COP21 est à Paris. 195 pays signent un accord international sur le climat, une victoire historique. Dans son sillage, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte est votée. Elle vise à réduire la facture énergétique, même si les résultats dans le secteur peinent à être au rendez-vous. La loi Macron améliore et rend obligatoire la carte professionnelle du BTP. Elle permet d'identifier chaque salarié sur les chantiers de façon fiable et de lutter contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale.
Une nouvelle amélioration du PTZ entre en vigueur, avec de plus longs différés et des conditions plus avantageuses. L'accession à la propriété redécolle. Le dispositif Pinel est voté pour inciter les contribuables à investir dans l'immobilier neuf. Ils répondent très rapidement à l'appel. De son côté, la FFB obtient la suppression de la fiche individuelle de pénibilité en ayant démontré l'impraticabilité du dispositif, la complexité créée et ses dangers. En France, les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre sont désormais reconnus comme co-responsables de l'emploi des salariés extérieurs par les prestataires et leurs sous-traitants en cas de fraude. Les peines prévues sont alourdies. Trésorerie exsangue, investissement en berne, chef d'entreprise éreinté. En 8 ans, le secteur du bâtiment aura connu sa plus longue et sa plus forte crise depuis 1945, avec une chute de 21% de son chiffre d'affaires en volume et 150 000 emplois perdus. Et c'est sans compter la fracture territoriale qui s'aggrave dans les zones rurales et périurbaines et que ne cesse de dénoncer la FFB. Mais depuis la fin 2015, la croissance commence à pointer le bout de son nez et il est temps de repenser l'avenir. Moi, il me semble qu'à long terme, il n'y a pas de raison, quand on regarde les chiffres macroéconomiques, de construire sans doute bien au-delà de 350 000 logements en France neufs. Mais il y se pose un problème de réhabilitation d'un parc ancien. Soit on le détruit, ou bien on le réhabilite de manière à ce qu'il corresponde au goût du jour. Donc je dirais que là, il y a une vraie voie de croissance pour ce secteur. Alors avec ce film, on vient de voir 8 années de véritable crise. On l'a vu également, les mesures prises par le gouvernement ainsi que les actions de la FFB. Alors Denis Ferrand, vous êtes économiste. Est-ce que c'est vraiment la fin de la crise? Est-ce qu'on peut enfin sourire? Est-ce qu'on peut se réjouir? Oui, effectivement, le terme de reprise aujourd'hui est quand même tout à fait pertinent. Et s'il y avait une métaphore, une image que l'on devait garder présent à l'esprit, ce serait l'image du diapason. Du diapason à 3 niveaux. Au niveau tout d'abord mondial. 2017, c'est la première année depuis 10 ans où on va voir les 70 principales économies mondiales croître. Aucune ne va connaître un recul de son activité. Donc on a vraiment une force d'entraînement extrêmement importante. Quand on le regarde maintenant au niveau français, tous les secteurs sont désormais en croissance. Tous les secteurs sont créateurs nets d'emplois, y compris l'industrie, y compris, comme cela a été rappelé à l'instant, le secteur du bâtiment. Troisième diapason, et celui-ci, il y a un peu de disharmonie quand même, enfin, il faut une légère disharmonie, c'est un diapason à l'échelle régionale. Quand on croit les très bonnes statistiques de la Fédération du bâtiment, toutes les régions connaissent désormais un accroissement du nombre de permis de construire dans le logement. Alors il y a 1 ou 2 régions qui dénotent, et dans le secteur non résidentiel, il y en a un petit peu plus. Mais globalement, cette reprise est partagée, et c'est ça qui en assure les conditions de la pérennité. Cette salle ne la ressent pas, cette reprise, donc qu'est-ce qui cloche encore? Qu'est-ce qui peut clocher? Alors effectivement, pour l'instant, on est sur un aperçu qui est très général, qui est positif. Ce qui est peut-être mal perçu, c'est la trace de cette récession de laquelle on sort. Quand on sort d'une récession de 8 ans, qui a été aussi profonde que celle que l'on a connue, les difficultés pour pouvoir rebondir, elles vont renvoyer notamment à des difficultés de recrutement. Quand on a été un secteur qui a perdu de l'emploi pendant de longues années, eh bien c'est difficile de réamorcer une attractivité pour les emplois, et donc c'est un frein à la croissance qui est tout à fait important, qu'il faut garder présent à l'esprit. C'est ce qui vaut pour le secteur du bâtiment vaut également pour l'industrie. Et puis il y a des inquiétudes qui peuvent tenir au fait qu'une bonne partie de cette reprise relève d'éléments circonstanciels. C'est-à-dire qu'on a les taux qui sont extrêmement bas, l'euro qui s'était fortement déprécié, le prix du pétrole qui était très bas, les circonstances de politique économique, CICE, pacte de responsabilité, ont joué dans un sens favorable à la reprise. Ce sont certains de ces éléments qui viennent à disparaître. Donc est-ce qu'une fois que ces circonstances très favorables auront disparu, on voit l'euro qui se réapprécie, on voit le prix du pétrole qui a des timides aspirations à la hausse, les taux ne peuvent pas baisser plus et devraient plutôt monter. Est-ce qu'une fois que ces circonstances auront été ôtées, aura-t-on encore des circonstances favorables à une croissance toujours forte? Il y a d'autres circonstances aussi, c'est-à-dire qu'il y a les éléments, les facteurs de croissance. On peut imaginer que le Grand Paris, les JO, amènent aussi ce regain. Oui, il y a toujours ces grands travaux qui peuvent être évoqués, mais j'en reviendrai justement sur le dernier point qui est évoqué dans votre film, qui est le point de la rénovation énergétique. Sans doute y a-t-il là un levier très important de croissance. Pensez peut-être plus la rénovation du parc
qu'une extension du parc, sachant que c'est derrière un enjeu de financement extrêmement important. On a aujourd'hui à penser des conditions d'affectation de ressources rares à des besoins qui sont illimités. Aujourd'hui, la rénovation du parc va concerner, notamment pour la partie énergétique, les personnes, là où on va être le plus efficace, c'est sur les personnes qui vivent dans des passoires thermiques. Ce sont aussi des personnes qui sont en précarité énergétique. Donc, comment fait-on cet accompagnement? C'est certainement là qu'il y a le plus d'éléments à gagner sur un double point de vue énergétique et également économique. On va voir avec les prochaines déclarations, justement. Oui, et on va aller sur le terrain, prendre la température avec Cécile. Est-ce que vous la ressentez, vous, la reprise, dans votre entreprise? Alors, dans le Rhône, et en ce qui concerne... Permettez que je m'assoie à côté de vous. Je permets. Je vais me mettre là. On y va. Voilà. Donc, dans le Rhône, et en ce qui concerne mon secteur d'activité qui est le gros œuvre, en volume, on sent nettement, oui, que ça repart. Donc, on a des carnets de commandes qui se remplissent. Donc, déjà, on est plus serein. Vrai vous embauchez, par exemple? Cette rentrée, oui, depuis la rentrée, moi, j'ai embauché 5 personnes et je compte bien en embaucher un peu plus là d'ici la fin de l'année, peut-être une dizaine de personnes. Mais les prix ne sont pas encore assez remontés pour renforcer les trésoreries. Donc, il faut faire attention. C'est une période charnière pour les entreprises. Donc, je souhaitais juste dire un petit message à nos politiques. On a besoin de maintenant, on a besoin de stabilité. Un patron a besoin d'avoir confiance. Il va arriver dans voilà, 40 donc je ne sais pas s'il viendra jusqu'à nous, mais on a réellement besoin maintenant d'avoir confiance en l'avenir. Si on souhaite embaucher, si on souhaite innover, développer, il faut qu'on ait confiance, donc il faut de la stabilité. Vous aurez l'occasion de lui dire un petit mot tout à l'heure. On parle là, on dit qu'il y a beaucoup de croissance, que ça va bien. Vous êtes dans le gros œuvre, effectivement, à Villeurbanne, donc quand même dans la région proche de Lyon. On parle des grandes agglomérations, mais est-ce que c'est valable aussi pour vous, Didier Duchesne, qui êtes-vous dans une agglomération un peu plus petite? C'est vrai, pour répondre, je pense que l'activité est brillante dans les gros agglos, mais pour les petits départements de 60-70 000 habitants, la reprise, nous ne la voyons pas encore. Et on a beaucoup de difficultés à situer notre entreprise demain, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va faire repartir cette activité-là. Dans ces endroits, et on est presque en surabondance de logements, donc il y a une grosse réflexion à faire. Et je pense que la réflexion qu'il va falloir mener, c'est le mot déconstruction de tous ces logements qui ont 30 ou 40 ans. Il va falloir y passer, parce qu'autrement, notre profession aura beaucoup de difficultés demain. Premier SMS, hein. Oui, vous pouvez y aller sur les SMS, il paraît qu'ils arrivent lentement, ils ne sont pas surtaxés, hein, je précise. Exact, alors il va s'afficher. Justement, vous allez pouvoir, l'un d'entre vous, répondre à la première question qui est arrivée et qui va s'afficher en quelques secondes. Et les centres-villes anciens dégradés, point d'interrogation. Qui peut répondre? Ah. C'est plutôt une volonté politique au niveau des centres-villes dégradés. Il y a beaucoup à faire. On voit, comme disait Didier, qu'il y a une disparité entre la capitale, les grandes métropoles et puis le reste de la France. Donc il y a tout à faire, il y a tout à construire. Mais il faut que ça vienne aussi du politique. Alors, on va aller se tourner vers Guillaume Poitrinal, qui est président de Wood & Home. Alors, vous venez de la haute finance internationale immobilière. Vous étiez le plus jeune PDG du CAC 40. Et on ne s'attendait pas du tout à vous trouver dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la vieille économie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui tout d'un coup justifie votre choix? Vous avez un chiffre d'affaires absolument fantastique et tout d'un coup, vous partez dans des sphères qui sont peut-être un peu... Ouais, enfin, je ne faisais pas trop de haute finance. Hein. Voilà, Unibail, c'est un animal très très bizarre, hein, qui est au CAC 40, qui n'a pas d'équivalent, puisque c'est une entreprise qui est à la fois investisseur, opérateur et développeur. C'est un des plus gros promoteurs, en fait. Donc vous connaissez le Forum des Halles à cause d'Unibail, à cause du Forum des Halles, à cause d'ici d'ailleurs aussi, tous les travaux qui vont se passer, à cause des tours à la Défense, à cause des grands centres commerciaux que vous fréquentez partout, et y compris en province. Et c'est un formidable donneur d'ordre en fait à toute cette économie du bâtiment. Moi, j'ai décidé à un moment donné, j'en avais assez d'être président du CAC 40. Voilà, un jour, j'ai décidé de changer de vie. Ça fait couler beaucoup d'encre. C'était il y a 4 ans. Et puis je savais pas quoi faire. Et puis ma femme avait créé une entreprise qui s'appelait Wood & Home, qui était une entreprise tout corps d'État, là pour le coup de bâtiment. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Et puis je lui ai dit, mais tu sais, moi, le bâtiment, je trouve ça formidable, la construction. Mais c'est plus simple pour moi d'être promoteur. Alors on a transformé Wood & Home en promoteur. Et alors du coup, on fait travailler des dizaines d'entreprises du bâtiment
avec un segment, parce que je me suis dit, je ne vais pas faire un promoteur de plus, avec un segment qui est la construction bas carbone. Tout le monde parle ici dans cette salle de rénovation énergétique. Ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine frontière, c'est très bien la rénovation énergétique. La prochaine frontière, ce n'est pas le kilowattheure au mètre carré. La prochaine frontière, c'est le kilo de CO2 au mètre carré. Et ça va nous obliger tous ensemble à réfléchir aux matériaux de construction, quelle est l'émission des matériaux de construction, à la manière dont on va réaliser les chantiers, aux pertes et vous sur les lancez dans chantiers. le bois. Pourquoi le bois? Vous y croyez? Et puis ensuite, évidemment, aux questions de consommation énergétique. Les Français, ils aiment le béton, ils aiment le ciment, ils aiment le solide. Alors les Français sont tombés amoureux du béton parce que le béton, le ciment a été inventé ici en 1830 par Monsieur Vicat et qu'ensuite on a eu des formidables... Et le béton chez nous, en France, c'est culturel. Et la partie construction bois, elle est toute petite. Elle représente 3-4% de nos activités. Mais je sais ici que j'ai retrouvé quelques charpentiers qui commencent à faire des murs porteurs. Et il y a eu une grande innovation il y a 15 ans, qui est d'ailleurs une reprise d'un brevet français qui s'appelle le Cross Laminated Timber, bois lamellé contre collé croisé, qui permet de faire des éléments de gros œuvres, je me tourne chez madame, en bois massif solide, porteur, avec une capacité de report de charge dite multidimensionnelle, et ça nous permet d'avoir des chantiers qui sont bas carbone, qui vont 2 fois plus vite, et qui sont ensuite, je pense personnellement, très agréables à habiter. Donc rien contre la filière béton, je vois que Lafarge est un grand sponsor ici, on utilise toujours du béton. Simplement, je pense que cette révolution, elle est à la dimension de celle du moteur électrique pour l'industrie automobile, de celle des énergies renouvelables pour nos producteurs d'électricité. Demain, tous ensemble, on doit se poser la question de la construction bas carbone. Et tout se passe bien avec votre femme? Vous travaillez avec elle désormais? Voilà. Alors, au bout d'un certain temps, elle m'a dit que j'étais insupportable et qu'elle voulait retourner à ses autres affaires. Donc, j'ai racheté sa part dans la société. On travaille toujours dans le même bureau. Et puis, je me suis associé avec Philippe Zivkovic, qui est voilà, une légende vivante de la promotion immobilière. Et l'entreprise va très bien, puisque l'année prochaine, on va faire 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 1000 logements en production. Et c'est une entreprise qui a 3 ans. Donc, je pense que c'est une des plus grosses croissances aujourd'hui dans l'univers de la promotion immobilière. Bah, bienvenue dans le bâtiment. Bravo. Cécile, vous construisez du bois? Non. De plus en plus? Non, mais bon, on ne sait jamais. Vous dites que votre carnet de commandes se remplit, que vous embauchez, mais est-ce que votre entreprise aujourd'hui est plus rentable? Au niveau de la rentabilité, non. Si vous regardez les chiffres, entre les entreprises du bâtiment et le secteur de l'industrie, on a des marges qui sont quand même nettement inférieures. Donc on ne peut pas parler pour l'instant de rentabilité. Donc la rentabilité, je pense qu'elle peut s'observer ou en tout cas s'acquérir en se développant, en étant innovant et puis en allant voir un peu ce qui se passe ailleurs. Enfin, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. J'aime la veille, j'aime aller voir un peu ce qui se développe, comment sentir le marché. En France, à l'étranger également? En France, à l'étranger, il y a des choses intéressantes qui se passent sur Londres en ce moment. Il y a des choses qui se passent de partout, donc il faut s'ouvrir, je pense, pour aller chercher davantage de rentabilité. Mais comment vous fonctionnez? C'est quoi votre modèle économique? Vous misez tout sur le salariat? Alors, moi, depuis 5 générations, je suis la 5e génération, donc c'est vrai qu'on a misé sur le salariat et sur un management participatif. Donc, les cadres, les compagnons participent au développement et à la croissance de l'entreprise par le biais de groupes de travail qu'on a mis en place. Et là, je viens de créer récemment un groupe de travail tourné sur l'innovation où on observe un petit peu tous les changements qu'on peut voir dans nos secteurs d'activité et puis dans d'autres. L'objectif, c'est vraiment de sentir ce marché. On sent qu'on est à un moment charnière là. Il y a quelque chose qui se passe dans notre secteur d'activité. Ça veut dire que de travail sur l'innovation, c'est que vous réfléchissez à quoi précisément? Des innovations techniques. Donc oui, depuis 5 générations, on fait du béton. Pourquoi pas faire autre chose? Sur les innovations au niveau du management, on parle beaucoup de la génération Y, de la génération Z. Donc comment on arrive à manager ces nouvelles équipes. Et puis moi, j'aime bien aussi tout ce qui est être capable d'offrir aujourd'hui une offre globale à nos clients. Donc ça va, aujourd'hui on développe le gros œuvre, l'entreprise générale, la conception-réalisation et l'immobilier. Voilà. Guillaume, quelle est votre méthode à vous? C'est la même? Nous, on a un métier de promoteur, donc on va se reposer sur cet univers formidable des entreprises françaises, pour le coup, pour construire de grands immeubles avec les techniques bas carbone. Et je voudrais dire quelque chose, parce que ça fait 3 ans que je milite pour cette transition.
Et très franchement, je suis impressionné par la rapidité avec laquelle les entreprises françaises, les entreprises de construction se sont mis à ces technologies bas carbone. Et donc je lance un appel aux industriels qui derrière sont au début de la chaîne, aux industriels français, qui eux se mettent tout doucement sur le sujet. Aujourd'hui, je regrette de devoir importer ces grands murs en bois d'Autriche, je le dis très directement, alors que j'ai vu des entreprises, nous on travaille aujourd'hui avec Bouygues sur un chantier, Bouygues aurait pu sous-traiter le lot à un charpentier, ils ont décidé de former leurs ouvriers, leurs compagnons à ces nouvelles techniques. Et c'est franchement cette innovation qui aujourd'hui nous permet et nous permettra demain d'être à l'avant-garde en Europe, pour nous promoteurs donc, de la conception et du lancement des choses, mais pour vous demain, de ces techniques de construction bas carbone. On l'a rappelé tout à l'heure, vous avez été en charge de la simplification sous François Hollande. Est-ce que la vie est plus simple pour vous? Vous avez remarqué le choc de simplification. Oui, le choc. Mais le choc, vous le ressentez maintenant que vous êtes entrepreneur? Non, en fait, très honnêtement, le problème de... Alors, pourquoi est-ce que vous ne voyez pas la croissance dans ces chiffres d'affaires? Et je dis à monsieur à gauche tout à l'heure. Parce que le pays est tellement encombré de normes et de complexités administratives que l'économie est devenue visqueuse. Il y a une viscosité. Donc entre la baisse des taux d'intérêt, les normes, liquidités, qui est tout le monde, peut-être même un début de confiance, et le chiffre d'affaires dans vos entreprises, il y a la viscosité de la complexité administrative. Ça s'appelle complexité administrative pour obtenir des permis, ça s'appelle, une fois qu'on a réussi cette espèce de combat absolument... Moi, aujourd'hui, j'ai un projet sur 17 hectares à Nanterre. Nous avons 7 niveaux de collectivités locales et d'établissements publics qui regardent le projet à un stade permis de construire. Cette viscosité, il faut absolument, demain, ce sera un secret, à mon avis, de croissance économique, ça sera la simplification administrative. Donc le choc n'a jamais eu lieu alors? Donc le choc, à l'époque, M. Bacron était secrétaire général adjoint de l'Élysée, il m'appelle et il me dit, j'avais écrit un bouquin sur la complexité administrative, qui est encore en vente d'ailleurs, vous pouvez l'acheter, c'est 11 €, plus vite, la France malade de son temps. Voilà. Vous pouvez le retrouver sur Amazon d'ailleurs, ou dans les bonnes librairies. C'est pas un livre en bois. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Il m'appelle et puis il me dit... ouais, il y a plein de bonnes idées dans ton bouquin, etc. Voilà. Alors, il me dit, comme tu es un patron, etc., on va te mettre un député de gauche. Et arrive Thierry Mandon, et donc on essaye de créer le comité de simplification pour les entreprises. Tout de suite, la FFB nous balance 1000 mesures de simplification, je les remercie. Et puis on commence à travailler, voilà, j'ai retrouvé tout à l'heure des collègues du Conseil, on commence à travailler. Mais je pense qu'en fait, tout ce genre de choses, ça demande un tout petit peu de temps. Et aujourd'hui, que cette mécanique du Conseil de la simplification est à peu près au point, est capable de proposer de la vraie simplification dans des décrets, dans des propositions de loi, eh bien, il ne se passe plus rien depuis le 20 juin dernier. Voilà, sur cette histoire de simplification administrative. Je pense que c'est un effort de tous les jours. La France est beaucoup trop compliquée, vos métiers sont beaucoup trop compliqués, il y a beaucoup trop de normes, et ces normes ne sont toujours pas toujours utiles. Il y a beaucoup de ces normes qui pourraient être simplifiées avec le même équilibre de protection sociale, avec le même équilibre de protection écologique. Et je pense que ça, monsieur l'économiste, c'est notre prochain défi. On va en parler. Arrêter cette viscosité administrative. Je vais vous dire franchement, la première fois que j'ai entendu comité de simplification, ça m'a fait peur. Je me suis dit, on est mal barré. Alors justement, Cécile Mazot, la simplification, est-ce que vous la voyez aujourd'hui? Est-ce que la vie est plus simple? Alors le choc, je l'ai vu, mais la simplification, je la vois pas trop. Donc au quotidien, et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle. Manifestement. Donc, clairement, pourquoi? Le choc administratif. Donc, j'ai une comptable qui s'occupe des ressources humaines. Cette personne, il y a 10 ans en arrière, se formait une journée par an pour mettre à jour le logiciel paye. Aujourd'hui, c'est 5 jours par an. Ah oui. C'est un coût qui ne sert à rien pour l'entreprise. Ah oui, 5 fois plus compliqué en fait. Et voilà. Et je pense que des exemples dans la salle, on en a tous. Un patron n'est pas là pour faire que de l'administratif. On doit développer nos entreprises, on doit aller chercher de la croissance. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on nous laisse gérer nos entreprises. C'est un peu un coup de gueule. Je souhaiterais vraiment que les patrons puissent être libres. Vous vous adressez à la salle. Mais on pourrait tous témoigner, je pense. Qu'effectivement, il n'y a pas de souci. Je précise qu'il y a eu un Cécile présidente lors des derniers 24 heures du bâtiment, en SMS, donc on l'attend là. Vous êtes très applaudis. Est-ce que tu veux m'épouser? Je me souviens. Ouais. Peut-être encore là. Vous voyez, peut-être encore vous célibataire. pouvez tout écrire. Non, pas de SMS. On vous écoute. D'ailleurs, les SMS, juste, je les cite quand même. Hein. Le béton bas carbone, cela existe également.
Voilà un SMS qui nous est arrivé. Bravo, l'ascenseur social, c'est nous. Vous voulez réagir dessus? Non, l'ascenseur social, c'est nous, ça on va en parler tout au long de la journée parce que c'est vraiment un secteur effectivement intégrateur et d'ascenseur social. Stabilité, point d'interrogation. Pourquoi rechanger brutalement, sans concertation, le site? Le cité. On va parler sondage maintenant, Virginie, je crois. Allez, allons-y. On y va avec Brice Teinturier qui est avec nous aujourd'hui. Vous avez lancé une grande étude sur le secteur du bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on apprend justement dans cette étude? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ces chiffres, ils évoluent avec le temps? D'abord, je voudrais vous dire que je suis très content d'être parmi vous parce que ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de commenter quelques données d'enquête à propos du bâtiment. Et puis aussi parce que vous êtes un des rares secteurs où les Français sont positifs, voire très positifs quand ils parlent du bâtiment. Et moi, je commente l'opinion depuis une vingtaine d'années et sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dire que les Français adressent des jugements extrêmement positifs. Et là, c'est le cas. Donc cette enquête, effectivement, c'est un baromètre, donc on peut aussi mesurer des évolutions. Il y a 3 grands enseignements. Votre image est très bonne, premier point, qui se confirme, qui est même encore meilleur qu'il y a quelques années, qu'en 2013. Le bâtiment, deuxième enseignement, est perçu comme un secteur d'avenir et un vecteur d'intégration. Et puis, troisième enseignement, vous êtes aussi perçu comme ayant un véritable apport au niveau social et sociétal en matière d'intégration. Alors, quelques chiffres, 81% donc, des Français considèrent que, ont une bonne image du bâtiment. C'est un très bon résultat, en augmentation, vous le voyez, depuis 2013. Il est encore plus élevé chez les jeunes et chez les ouvriers. Donc pour l'enjeu capital, et je le sais bien, de l'attractivité du métier et de la capacité à embaucher, a fortiori quand on est dans un moment où l'économie redémarre un peu, c'est quelque chose, je crois, de très encourageant. Et puis je voudrais vous donner 2 ou 3 éléments supplémentaires sur l'image, parce qu'on voit bien autour de quoi elle se construit. Vous êtes perçu comme un secteur dynamique à 83%. C'est une progression de 13 points par rapport à 2013. Un secteur également innovant, 77%. Quand on dit que le bâtiment serait un secteur un peu traditionnel, en réalité, ce n'est pas du tout la perception des Français qui vous connaissent beaucoup mieux que certains et qui savent bien que vous intégrez des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux en permanence. Et puis, c'est un secteur aussi qui embauche pour 71% des Français. Vous nous le confirmez, avec toutes les difficultés qu'il y a encore, mais c'est réellement perçu par les Français. Donc ça, ce sont sur les indicateurs globaux, mais je crois qu'ils sont importants. Ce qu'on peut également dire, c'est que 75% de nos concitoyens, excusez du peu, mais considèrent que le bâtiment favorise l'intégration des publics en difficulté. Donc vous avez là aussi un apport qui est très important dans une société qui reste fragmentée, qui reste, malgré un regain d'optimisme, inquiète. Et du coup, là, vous avez un rôle social qui est important. Pardon, Brice Teinturier, ça c'est valable depuis toujours, en fait, l'image du bâtiment, non ? Non, l'image du bâtiment, elle est bonne depuis toujours. C'est ce que je disais en introduction. Vous êtes un des rares secteurs où l'image est bonne, mais elle est encore une fois en augmentation. Vous l'avez vu là, par rapport à 2013, où on avait eu un fléchissement. 2013, c'est une année très difficile pour les Français et dans tous les secteurs. Année où on a l'impression que le pays est englué. Et je reprends votre adjectif, votre terme viscosité. C'est exactement la perception qu'ont les Français de l'état du pays, en tous les cas depuis très longtemps. Ils considèrent que le pays est englué, bloqué, qu'il est difficile de faire des choses, qu'il faut pousser les murs, c'est le cas de le dire, pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui commence un peu à se débloquer. Et c'est suffisamment rare pour ne pas le signaler. C'est vrai. Donc on a un petit retour là, et tant mieux, plutôt d'optimisme. Et on a à votre propos une image qui était déjà bonne, mais qui s'améliore encore. Cécile, on va peut-être les faire réagir sur ces chiffres. Cécile, Cassa, Didier, ça vous rend fier, ça vous émeut, c'est preuve d'amour des Français? Non, moi c'est vrai que quand j'entends ces chiffres-là, on les connaît bien dans nos entreprises. Moi je pense que ça fait 20 ans que je suis chef d'entreprise et j'ai toujours pensé que l'entreprise est un intégrateur social. Et on le voit de plus en plus, surtout en milieu rural. Moi je pense que l'entreprise, il y a 3 blocs importants. Il y a la famille, il y a la formation par l'éducation et il y a l'entreprise. La finalité de tous nos jeunes, de toute façon, ils finiront dans nos entreprises. Et ça, il faut qu'il soit très clair dans le monde de l'éducation, dans le monde de la famille. La finalité, c'est l'entreprise. Alors, on le voit bien, moi, tous les ans, je recrute une vingtaine, je recrute 6 apprentis.
Et il y en a une vingtaine qui se présentent tous les ans dans mon entreprise. Ce que je fais pour que l'entreprise soit un intégrateur social, je prends 6 jeunes, j'en prends 2 avec de la performance, ça veut dire bac plus quelque chose, et j'en prends 3 ou 4 en difficulté, c'est-à-dire des SECPA, des gens de toute façon, si ce n'est pas nous l'entreprise qui les récupérons, ils seront à la charge de la société. Donc quand je dis que nous sommes dans une vision sociale, l'entreprise a une vraie vision sociale, c'est aussi rendre service à tous ces jeunes et leur dire demain, le métier pourra leur donner une liberté par le savoir. On va en parler de votre école, Didier, puisque vous êtes un peu le guirou du bâtiment, on va le voir, de la formation. Mais justement, on va continuer à parler avec vous, Brice Teinturier, parce que tous ces chiffres sont très bons, et tant mieux, c'est vraiment un regain de positivisme pour le bâtiment. On parlait de l'ascenseur social tout à l'heure. Vous pouvez peut-être développer un petit peu. L'ascenseur social, c'est fondamental, parce que dans notre pays, les Français nous disent depuis des années que demain, ce sera moins bien qu'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, c'est moins bien qu'hier. Et la projection qu'ils font pour leurs enfants, c'est très français, ça dénote quelque chose, et une espèce d'angoisse et une incapacité à se projeter dans l'avenir sur un mode heureux. Et c'est fondamental, parce que la grande promesse qui avait été celle de l'après-guerre pendant une trentaine d'années, c'était quand même que demain, chaque génération allait vivre de mieux en mieux. Bon, ben après les 30 glorieuses, il y a eu, en termes de perception chez les Français, si vous me permettez l'expression, les 40 foireuses ou les 40 piteuses. Et du coup, les Français se disaient systématiquement l'ascenseur social, ce qui est essentiel, la mobilité est essentielle, l'idée qu'on puisse se dire ça va bouger et ça va bouger dans un sens positif, c'est ce qui anime une société, eh bien ce ressort était brisé. Et chez vous, dans le bâtiment, c'est l'exception. C'est une exception fondamentale. Là, ils nous disent massivement, à 77%, que oui, l'ascenseur social fonctionne encore dans le secteur du bâtiment. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que vous allez drainer bien plus largement que dans le secteur du bâtiment, mais je voudrais vraiment insister sur cette dimension, une société à l'avance quand véritablement elle se dit les choses peuvent bouger et peuvent bouger positivement, et c'est chez vous aujourd'hui en tous les cas que cette perception est bien ancrée. Il y a un formidable mensonge, excusez-moi, il y a un formidable mensonge qui est derrière quand même tout ça et toute cette déception des Français, c'est qu'on leur a dit qu'en étant bac plus 5, on serait mieux payé et on aurait de l'emploi. C'est faux, il faut le dire aux Français. Là, il faut le dire, bravo. Franchement. C'est vrai, c'est une réalité. On leur a menti, on a menti aux Français là-dessus. Brice, une réponse en quelques secondes sur qui et quoi est basé le sondage. C'est un SMS qui vient d'arriver. Alors, l'enquête est réalisée très classiquement auprès d'un échantillon national représentatif de la population française d'un peu plus de 1000 personnes. Donc, on peut vraiment extrapoler et dire X% des Français, c'est un échantillon représentatif de la population française et c'est une photographie d'ensemble. Voilà. Bravo, l'ascenseur social, c'est nous. Vous l'avez, ce SMS, il est revenu. Donc bravo, effectivement, à vous tous qui êtes ici. Alors, on va en parler de l'ascenseur social. On va prendre la direction du Nord, où Joseph, un réfugié syrien, a trouvé un nouveau travail et une nouvelle vie dans une entreprise de couverture, notamment. Vous allez voir. Sommin, dans le nord de la France. C'est sur ce chantier que Christian Verret, entrepreneur en couverture, étanchéité et bardage, travaille avec ses équipes depuis près de 3 mois. Il y a 2 ans, l'activité de l'entreprise redémarre et Christian cherche à recruter. On est entré en contact avec Pôle emploi et là on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Donc au bout de 6 mois, je recevais toujours des candidatures de Pôle emploi, mais de gens qui étaient à 40 ou 50 km du siège de notre entreprise, qui est beaucoup trop loin. Il rencontre alors Joseph Saïd, un homme qui vient de loin. J'habite à Alep, la ville de Alep en Syrie. J'ai parti à Liban. Après, en novembre 2014, j'ai été à Turquie. Après, je viens ici. J'ai été à la préfecture du Nord, à Lille. J'ai fait demande de réfugié. Mon ami, il habite à Florbet, le même village, mon patron est Christian. Je parle avec Christian pour moi. Il dit, il vient travailler chez nous. En parallèle de tout ça, en fait, je suis conseiller municipal et la volonté du maire, c'était d'intégrer une famille de réfugiés. Donc l'ensemble du conseil municipal y a adhéré. Et lors d'une réunion, on a évoqué le cas de Joseph qui était à la recherche d'un emploi. C'est d'où il vient, ce qu'il a traversé, ce qu'il a dû endurer.
J'avais aucun doute sur son courage. Donc on va mettre le panneau, on va mettre le panneau H5 là, c'est le numéro 17. 17, ouais. Après on fera le 26 et le 21, il doit être là H5 qu'on va chercher après. Place 3. Ouais, voilà. On préfère prendre quelqu'un qui n'a pas de formation dans le métier, le former nous-mêmes à ce qu'on veut obtenir comme qualité de travail. Finalement, c'est parfois plus simple, moins contraignant. L'avantage de Joseph, c'est que quand il est arrivé, il connaissait les chiffres. Donc on lui donnait une mesure à faire, il savait très bien ce qu'il devait mesurer et quel chiffre il devait mettre sur le mètre. Bon, on s'est aperçu que bon, ça allait très bien se passer, poser les questions et puis on voyait qu'il avait envie de travailler, quoi. Le bâtiment était un facteur d'intégration. Moi, depuis l'âge de 16 ans, je suis sur des toitures. Puis depuis cet âge-là, je rencontre des gens issus de toutes les nationalités. Il n'y a aucun problème de cohabitation entre les Portugais, les Maghrébins, les Turcs, les Italiens. Voilà, on bâtit tous ensemble des ouvrages. Christian, ce pas, il était là. J'ai pas trouvé de travail jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'aime bien travailler dans le bâtiment tout le temps, tous les jours. Moi, j'aurais du mal à vivre heureux avec des gens malheureux autour de moi. Donc, c'est un peu ma façon de voir les choses. Depuis, Joseph a obtenu un CDI qui lui a permis de louer un appartement à Armentières avec sa femme et son fils Mario. Son rêve, obtenir la nationalité française plutôt qu'un titre de séjour et faire carrière dans le bâtiment. Alors, effectivement, on peut l'applaudir. On vient de parler donc de Joseph qui était donc un réfugié syrien. On va s'adresser à vous, Casa Gandega, car le film le prouve une nouvelle fois. Eh bien, le bâtiment est le facteur de lien social. On appelle ça un secteur intégrateur, et tant mieux, et bravo. On va en parler aussi avec vous, Didier Duchesne, un petit peu plus tard, pour tout ce que vous faites pour les apprentis, justement, et vous avez commencé à l'évoquer, mais ne prenez pas le micro tout de suite, je vous vois. Je vais m'adresser d'abord à Casa Gandega. Vous êtes entrepreneur dans le bâtiment. Vous pouvez nous raconter votre histoire, parce que vous êtes arrivé ici en 2000. Enfin, vous avez monté votre société en 2000. Donc j'aimerais que vous me racontiez votre histoire, votre arrivée ici en France et comment ça a débuté. Bonjour. Alors, je suis arrivé en France en 2000 de la Côte d'Ivoire avec le rêve de devenir footballeur. Bon, j'ai compris vite que ça allait être compliqué. C'était un peu compliqué. J'avais peut-être pas suffisamment de cheville. Ouais. Et donc, il me fallait trouver un travail et je suis tombé par hasard dans le bâtiment, chez un artisan en couverture. Et c'était pas facile parce que bon, il fallait passer de 30 degrés à 0 degré en plein hiver. Et moins de sourire aussi, non? Exactement. Et donc j'ai tout de suite pris mes aises dans le métier. J'ai des compagnons expérimentés qui m'ont su transmettre leur passion pour leur métier. Et donc j'ai appris aussi à aimer ce métier-là. J'ai gravi un peu les échelons. Je suis passé... Express, hein, vous êtes allé très vite. Parce que voilà. Création de l'entreprise en 2010. Aujourd'hui, vous avez plus de 10 salariés, 11 salariés. salariés. Voilà. Comment vous avez fait pour aller si vite? Bon, alors, en 2010, j'ai décidé de créer mon entreprise parce que j'avais des choses à me prouver et j'avais envie de liberté. Et j'ai été un peu aidé en cela par mon ancien employeur qui m'a tout de suite aidé à avoir des marchés. Ensuite, j'ai pu me faire... Ça arrive souvent dans le bâtiment. Voilà, il y a une souvent solidarité. Les employeurs, vraiment, comme vous le faites, voilà. comme vous le faites aussi, toujours Voilà. motiver les plus jeunes avec ce qui Exactement. arrive. Et donc, j'ai pu me faire après ma propre clientèle. Et puis, j'ai Pas le cas en commencé... télévision, c'est pour ça que je le souligne, Voilà. par exemple. Donc, j'ai embauché 2, 3, 4 personnes. Et puis, au bout de 4 ans, je me suis aperçu que j'avais des lacunes en gestion. Et j'ai décidé de m'inscrire à l'ESJDB, l'école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment, et à qui je rends hommage aujourd'hui, qui m'a donné des notions de gestion, en management, en gestion financière. À la sortie de cette formation-là, je me sentais plus aguerri pour structurer mon entreprise. Et là, aujourd'hui, je vois l'avenir avec plus d'assurance. Et moi, le message que je voudrais porter à la jeunesse, c'est de dire le bâtiment, c'est un formidable vecteur d'ascension sociale. Et moi, il m'a permis de rêver, il me fait encore rêver. Et je pense que pour eux, ça peut leur permettre de s'accomplir et de les faire rêver. Il y a beaucoup de jeunes patrons, beaucoup de jeunes patrons qui passent par le SJDB. Moi, j'étais dans une promo où on était 16 en région parisienne. Je pense qu'il en faudrait encore plus parce que vraiment, c'est une bonne école. 11 salariés aujourd'hui, Casa, on peut l'applaudir. À la vitesse où vous allez, c'est l'équipe de football que vous allez racheter.
Merci. Didier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous les formez aussi, vos apprentis, mais vous faites plus que ça. Hein. Vous êtes 7 jours sur 7 avec eux, ils n'ont pas le droit de sortir le vendredi soir, vous les surveillez le samedi et le dimanche. Enfin, d'après ce que j'ai compris, ça se passe comme ça. Non, moi je pense que l'apprentissage dans une entreprise, c'est un choix stratégique du patron. Parce que je me suis rendu compte, au tout début de la création de mon entreprise, l'apprenti était un poids pour mes salariés. Parce qu'ils marquaient leurs heures. Alors à un moment, je me suis dit, mais il n'y a pas un problème, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie philosophie d'apprentissage dans mon entreprise. Ce que j'ai fait, je me suis dit, en fin de compte, comme c'est moi qui dirige cette entreprise et que je veux un plan stratégique de formation, donc je débloque un budget et mes apprentis ne sont plus à la charge de mes chefs d'équipe ou de mes salariés, ils sont à ma propre charge et je les rends disponibles, ils ne marquent plus leurs heures. Comme c'est marrant, c'est que d'un problème qui était un apprenti, c'est devenu une évidence, c'est que tous les vendredis, tous les lundis matins, personne n'en voulait, et maintenant tous les lundis matins, tout le monde le veut, parce qu'ils se sont rendus compte que par la formation, par la vocation qu'ils vont donner au métier, demain l'équipe est 2 fois plus performante parce qu'ils ont quelqu'un dans leur équipe que plus ils vont former rapidement, plus l'équipe va être performante. Qu'est-ce que vous y faites, donc, Didier, hein? Il y a des cours de remise à niveau, hein, il s'y passe beaucoup de choses. Voilà, par contre, on se rend compte que, quand je vous disais tout à l'heure que je prenais 6 apprentis, donc 3 en difficulté, il y a 2 solutions, et on parle de vecteur social de l'entreprise. Si on ne reprend pas la formation initiale, c'est-à-dire, moi j'ai la chance dans mon entreprise d'avoir créé mon centre de formation intégré, et quand des jeunes qui sont en lacune de maths, en lacune de français, j'embauche directement un prof de français et ils sont en cours du soir dans mon entreprise parce que je pense que demain, si on veut que... Moi, je pense toujours que l'accession à la performance, l'accession au métier, c'est leur donner la liberté demain et c'est aussi devenir un homme de métier. Et pour moi, devenir un homme de métier, c'est un homme qui prend toutes ses responsabilités dans la société et dans la cité de demain. Donc, je pense que l'entreprise, quand je dis elle a un rôle social, l'entreprise, je pense que, surtout dans nos milieux ruraux, elle a un rôle social pour aider le monde associatif. Elle a un rôle social parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de être patron, on est parent. Et si on est parent, on a des enfants. Et on ne laisse pas toujours la charge et la responsabilité de l'éducation de nos enfants aux autres. Il faut qu'on se prenne en charge nous. Par contre, aujourd'hui, on doit travailler fortement sur l'image. Parce que c'est vrai que a priori, elle est plutôt bonne, l'image du bâtiment. Pardon ? L'image est plutôt bonne. L'image, oui, l'image est très bonne. Par contre, si je vous posais la question, qu'est-ce qu'ont fait vos enfants? Est-ce que vous les avez orientés vers le bâtiment? Je pense que ce ne serait pas la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Excusez-moi. Donc aujourd'hui, dans la salle, nous sommes tous parents et on sait la complexité de dire, moi j'ai mon fils qui me dit, papa, je veux rentrer en apprentissage dans ton entreprise à 16 ans. Et j'ai dit, non mon fils, tu ne rentreras pas à 16 ans dans mon entreprise, tu rentreras après ton bac S ou après ton bac. Et après, je vais te mettre en formation. Et c'est pour ça que le JDB et tout ça, ce sont des bonnes formations. Parce qu'aujourd'hui, on est en formation tout le long de sa vie, on voit bien, moi j'ai 58 ans, je retourne aujourd'hui en formation et je fais très très attention que ce que j'ai appris chez les compagnons il y a 30 ans, aujourd'hui, il faut remettre beaucoup de choses au goût du jour. Et même dans mon entreprise, moi j'ai écrit un plan de formation et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si je forme un métallier ou un serrurier, est-ce qu'il sera serrurier ou métallier ou maçon toute sa vie? Eh bien, je peux vous dire que non. Je pense que les cycles de métier aujourd'hui, c'est plus 30 ans, c'est plus... Comme nous, on a connu, moi j'ai été à 16 ans métallier et à 58 ans je suis métallier. Par contre aujourd'hui mes apprentis, je suis en train de les former pour des cycles de 13 ans et de 15 ans. Ça veut dire que je ne leur donne plus un métier, je leur donne un panel de connaissances pour que l'apprenti qui a été formé chez moi, métallier, peut devenir chaudronnier, peut devenir soudeur, peut devenir charpentier. Je lui ai donné beaucoup de chance dans la vie de demain parce que je pense que la vie tourne très vite. Et mon entreprise, moi, elle a eu la chance d'être toujours là, mais peut-être qu'elle est très fragile aujourd'hui, parce que peut-être que demain, on n'aura plus besoin de métallier. Et Didier, parce qu'on s'est vu hier et parce que vous nous l'avez raconté, Didier n'hésite pas, dans son école, à former ses propres concurrents. Alors, de toute façon, nous sommes tous du bâtiment, ou presque, dans cette salle. On est fiers quand déjà on forme à l'excellence. Ça veut dire que quand je dis toujours, quand je prends un apprenti, le meilleur exemple, c'est le patron. Ça veut dire que
Moi, je suis fier si le jeune rentre dans mon entreprise et qu'il veut devenir au moins un chef d'entreprise. Donc ça veut dire que quand je lui donne pas le métier à minima, moi le but c'est que déjà ils vont tous au BP. C'est pour ça que je fais des cours de compensation pour qu'ils arrivent au BP. Et ce que je veux demain, c'est qu'ils deviennent chefs d'entreprise. Moi j'ai formé 90 jeunes depuis la création de mon entreprise. Il y en a 3% qui sont sortis du métier. Il y en a 45% qui sont devenus des artisans, donc des concurrents. Mais la concurrence, c'est pas important, la concurrence. C'est pas ça le problème. Le problème, plus on aura des concurrents qui seront formés, qui seront au top niveau, plus on pourra maintenir nos prix. Le problème de la concurrence aujourd'hui, c'est la concurrence qui est déloyale. C'est des gens qu'on ne paye pas à la juste valeur et au juste prix. C'est ça le problème. Mais si le compagnon qui a été formé chez nous, il saura la valeur qui vaut, la valeur de son métier, la valeur de ses mains, il sera au même prix que nous. Mais c'est la concurrence déloyale qu'il faut combattre. Est-ce que vous êtes d'accord, Cécile Mazot, avec ce rôle social? Oui, totalement. Oui, enfin, je me retrouve complètement dans ce que peut dire Didier. Nous, on accompagne régulièrement des jeunes en insertion, des jeunes en stage, des jeunes en contrat d'apprentissage. Et moi, je suis vraiment très fière. Et j'ai toujours l'exemple de ce jeune apprenti qu'on a pris chez nous, qu'on a fait évoluer, qui est arrivé chef d'équipe, après chef de chantier, et après qui a repris une formation pour être conducteur de travaux. Donc oui, l'ascenseur social, on peut tous en être fiers. Cassard, un petit mot? Je pense que j'en suis l'illustration. Pas besoin pas besoin de me convaincre. Justement, Didier, vous parlez de vos apprentis, vous les amenez au concours des meilleurs apprentis de France? Moi, je pense que quand on prend un jeune à 16 ans, il faut le faire rêver. On ne peut pas lui dire demain tu vas rester ouvrier, c'est pas possible. Aujourd'hui, si on est conscient que c'est un ascenseur social, ça veut dire qu'il faut lui ouvrir pas un chemin, mais une autoroute. Moi, déjà, au bout de 2 ans, je lui dis, jeune, on va t'emmener au meilleur apprenti de France. Ça veut dire que, déjà par rapport à ses copains, parce qu'aujourd'hui, regardez nos apprentis. Moi, j'aimerais bien qu'on les appelle des étudiants. Et aujourd'hui, il y a des étudiants d'un côté, parce qu'ils ont une tête bien faite, et il y a nos apprentis qui sont en difficulté dans nos entreprises. Pour moi, c'est un étudiant. C'est un étudiant qui, quand il rentre chez moi, il rentre dans une grande école. C'est ce que je lui dis toujours. Ça veut dire qu'à un moment, par contre, je lui dis un truc. La réussite passera par le travail et que par le travail. Bravo. Didier, président. D'ailleurs, on a un SMS pour vous, Didier. Bravo, Didier. Merci pour le thème entrepreneur et non patron. Donc, voilà. Continuez à envoyer vos SMS, je me permets. 31 035 FFB. Suivez votre message. Excusez-moi, Didier. Non, je t'en prie. Donc, quand je disais que la première étape, c'est le mener au meilleur apprenti de France. Quand il arrive au Sénat, le jeune, et qu'il met son costume, parce qu'aujourd'hui, il a été identifié comme un jeune de performance, ça veut dire qu'on lui ouvre la voie de la réussite. C'est ça, demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans sa famille, ça devient plus un apprenti qui est en échec. Pourtant, il a peut-être été en échec scolaire pendant 15 ans par rapport à sa famille, parce que ses frères et sœurs, ils sont bac plus quelque chose, mais lui, il est meilleur apprenti de France. Donc ça déjà, ça donne une image. Après, pour l'amener au meilleur apprenti de France, c'est du travail. Donc après, moi, l'objectif que j'ai, c'est moi, j'ai 3 meilleurs ouvriers de France dans l'entreprise. Moi, je pense l'excellence, c'est la réussite d'un jeune par le travail. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. On ne réussit pas tout seul. Un sportif, pour être sur un terrain de foot en L1, il travaille énormément. Nos jeunes aussi. Alors, je peux vous dire que j'ai beaucoup de difficultés avec la directe, moi, parce que je les fais venir travailler le samedi. Je les fais travailler le dimanche matin. Mais la discussion que j'ai eue avec la directe, elle avait la chance d'avoir un gamin qui faisait maths spé. Et je lui avais posé la question, je dis, madame, et vous, votre fils, il ne travaille pas le samedi et le dimanche? Elle me dit, il arrête le dimanche midi. Donc je dis, madame, c'est pas normal qu'il y a la possibilité d'avoir 2 classes sociales, ceux qui ont le droit de travailler le dimanche chez eux et ceux qui n'ont pas le droit de travailler le dimanche chez nous. Bravo Didier. Je vais faire réagir si vous êtes d'accord. Ouais. J'ai l'impression qu'il ne faut pas arriver en retard dans votre entreprise. J'ai pris ceinturier, donc justement, parce qu'on parle effectivement d'ascenseur social, c'est très clair, très évident dans tous nos témoignages, mais il y a aussi le lien social et la cohésion territoriale. Donc là aussi, les Français, forcément, ont un avis. Oui, tout à fait, mais je voudrais revenir sur quelque chose qui a été évoqué. Vous avez une bonne image et vous avez du mal à embaucher. Donc ça peut vous paraître un peu décalé, cette idée de les Français ont une très bonne image du bâtiment et en même temps, nous, ce qu'on constate sur le terrain, ce sont les difficultés. Alors d'abord, je dirais que c'est
bien quand même d'avoir une bonne image, sinon les freins à l'embauche sont pires. Et ensuite, ce qui fait que vous avez une bonne image aussi, qu'on vous regarde donc avec admiration, c'est que les Français savent que c'est un secteur où c'est dur, où on bosse dur, où on se lève tôt, où on travaille le week-end. Et pour le coup, là, ça renvoie à une autre question, qui est que les Français trouvent ça très bien, ils trouvent ça même admirable, mais ils ne sont pas tous prêts à le vouloir pour eux. Et je pense que le décalage, il est là, et il est important. Donc, encore une fois, c'est très bien d'avoir une bonne image, parce que sinon, ça serait pire. Mais ensuite, il faut arriver, comme vous le faites, monsieur, à communiquer, je crois, ce sens de l'effort, ce sens du travail et le plaisir qu'on a quand on s'implique comme vous le faites. Alors, la cohésion territoriale. Il y a un bon terrain pour cela, c'est qu'effectivement, 75% des Français, malgré tout, et c'est heureux, considèrent que vous êtes des fabricants de liens sociaux. C'est pas rien, parce qu'on est dans un pays où le sentiment d'une fragmentation, il est extrêmement élevé. Le sentiment que la nation, le pays se délite, qu'il n'y a plus de consensus, de valeurs qui peuvent fédérer les individus, il est très puissamment ressenti. Et vous êtes un lieu, vous êtes un secteur où les Français se disent qu'au contraire, là, le lien social se reforme. Et puis par rapport aux fractures territoriales, et c'est très important aussi parce que ces fractures, elles existent. Mon Auvergne natale, ce n'est pas l'Île-de-France. Et là aussi, des millions de Français l'expérimentent chaque jour. Eh bien, ils considèrent massivement, 82%, que les pouvoirs publics doivent pousser le secteur du bâtiment comme moyen, comme levier pour réduire les fractures territoriales. Et je crois que dans le rural et dans toute une série d'endroits, c'est un enjeu absolument essentiel et bien perçu par les Français. Il y a une question, une réaction pour nous en fait, Victor. À quand Top Chef du bâtiment? Eh bien écoutez, on va leur en parler. On a trouvé l'animateur pour le Top Chef du bâtiment. Ce sera Didier. Guillaume Poitrinal, une réaction à tout ce qui se dit? Oui, moi je crois surtout, c'est vrai, il y a un problème d'image, je l'ai dit très directement sur le bâtiment, et il y a un gros effort de communication parce que ces métiers sont formidables, en fait. Même pas en fait, hein. Les métiers de la main. Il est en trop, en fait. Je préside la Fondation du patrimoine, alors on essaye aussi de... Il y a tous ces métiers de la main, il y a tous ces métiers de l'artisanat qui sont des métiers formidables pour s'épanouir, tout simplement. Et ça, c'est jamais dit. Ça passe pas beaucoup à la télé, excusez-moi, je dis ça à nos journalistes. Ça passe pas beaucoup à la télé, ce message que le patrimoine, il passe à la télé. Ces métiers sont des métiers formidables. Quelque chose juste aussi pour nos politiques, de la transparence sur le fait que ces métiers, que ces formations conduisent à l'emploi et conduisent à des salaires qui sont quand même bien meilleurs que beaucoup de salaires aujourd'hui. Il faut quand même le reconnaître. Il n'y a pas de transparence. Alors, juste un tout petit truc, parce que je suis aussi dans un conseil à la région Île-de-France. Pour la première fois sur la région Île-de-France, à chaque fois qu'une famille ou qu'un élève va s'inscrire dans une formation, on va lui dire la vérité sur l'emploi qu'il y a à la fin de cette formation. C'est une révolution, ça ne s'est jamais fait en France. Mais ça veut dire quoi la vérité? Aujourd'hui, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a des formations, je pense post-bac par exemple, où il y a peut-être même aussi des formations qui n'aboutissent à aucun emploi. Eh bien, je vais vous dire, il est nécessaire aujourd'hui de le dire aux familles et de le dire aux enfants. Et à ce moment-là, je vais vous dire que si on fait cet exercice de vérité, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens de bon sens qui vont se dire « Ah bah oui, c'est peut-être pas la peine de m'inscrire en fac, il y a peut-être un tout petit peu mieux que d'aller dans l'usine à chômage qui est à tel endroit, qui est telle formation. Et peut-être que là, on pourra les remettre juste à côté. Eh bien, vous savez, il y a des métiers qui sont en manque d'emploi. Les voilà, c'est de la chaudronnerie, c'est la charpente, c'est le gros œuvre, etc. Et je suis sûr qu'on va avoir besoin, parce que moi je suis très positif du point de vue de l'économie, doucement sur les prix quand même, parce que je commence à rouvrir des plis, tout le monde n'est pas aussi sérieux que les gens dans la salle. J'ai vu des augmentations de prix sur 6 mois qui me font un peu peur. Il y a une capacité d'augmentation de prix, il faut aller doucement, parce qu'à la fin, malgré tout, il faut quand même qu'on ait des acquéreurs d'appartements, il faut qu'on ait du logement social. Le logement social a quand même aujourd'hui moins de moyens qu'avant, qui puisse quand même payer la facture à la fin. Mais très clairement, il y a un petit peu d'emploi. En tout cas, voilà. D'accord, mais alors, ça veut dire que travailler au niveau local pour vous, eh bien, c'est favoriser donc, la cohésion du territoire. C'est-à-dire que chacun doit travailler à son niveau. La fracture territoriale, c'est un problème vraiment, vraiment extrêmement compliqué. Tout le monde en parle de la fracture territoriale.
Moi, je n'ai pas la solution je viens d'une petite ville qui s'appelle Châtellerault, voilà, qui est une ville un peu sinistrée pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de chômage. Elle est désindustrialisée. C'est pas un grand centre. Voilà, aujourd'hui, Bordeaux va se retrouver à 3 heures de Paris. Donc, il y a des grandes capitales qui 2 heures, pardon. Excusez-moi pour les Bordelais. 2 heures de Paris, donc voilà, c'était quand j'étais petit. Il y avait un SMS, hein, les Bordelais sont là. Quand j'étais petit, c'était Paris-Orléans, vous voyez, donc quasiment. Enfin, donc clairement, je pense qu'on ne peut pas refuser cette idée qu'il y aura demain des grandes métropoles hyper connectées et à la fois du territoire moins connecté. La question, c'est comment est-ce qu'on crée du développement, du bien-être économique dans ces territoires moins connectés. C'est une vraie question. On ne va pas faire un nouveau plan Marshall avec des grands équipements. Enfin, moi, j'y crois pas. D'abord, l'État n'a plus un rond, les collectivités locales non plus. Donc, arrêtons de rêver. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous, les pouvoirs publics, alors? Alors, il y a le tourisme, très clairement, dans ces territoires. Il y a un vrai effort de tourisme. Là, j'en parlais avec la Fondation du patrimoine, justement, avec Stéphane Bern, qui veut relancer tout ça. Le tourisme, honnêtement, on ne l'exploite pas. Je le dis en France. En France, on va vous raconter qu'il faut aller à Versailles, qu'il faut aller visiter tel et tel musée de grande ville. Mais le tourisme de nos campagnes, honnêtement, on l'exploite mal, on ne l'exploite pas. Il y a beaucoup de choses à faire en matière de logement, en matière d'accueil, en matière de restauration. Dans ces pays, il y a des villages qui sont absolument formidables et qui sont juste mal connus. On en fait mal la promotion sur Internet. Moi, je crois beaucoup à ça pour cette France. Il y a de l'agriculture, il y a des tas de producteurs. J'étais l'autre jour dans la Drôme, j'ai vu les producteurs bio, viticulteurs, on passe un moment formidable. Il y a quand même de quoi espérer de cette France agricole, etc. Mais il ne faut pas rêver non plus. Et justement, on parle du monde de la campagne, du monde rural. Peut-être qu'on peut vous faire réagir tous les trois sur ce sujet, parce que qu'est-ce qu'on peut faire justement pour sauver nos campagnes, sauver toutes ces petites villes et qui sont un peu plus, dont l'économie est peut-être un peu moins... Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ça. C'est que ça fait 8 ans qu'on ait une variable d'ajustement sur un bilan promoteur. Et que quand on voit aujourd'hui tout ce qu'on peut construire tous ensemble, au niveau de l'emploi, au niveau de la jeunesse, au niveau local, au niveau économique. Moi, tous mes fournisseurs sont soit régionaux, départementaux ou nationaux. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on puisse augmenter nos prix, on va dire, sans que ça puisse choquer. Je pense que ça fait 8 ans que moi, mes prix me choquent et que je me dis qu'à un moment donné, il va falloir quand même que ça remonte sévère. J'ai le mauvais rôle, hein. Mais je vous en veux pas. Alors, vous savez, juste pour vous intervenir, quand j'ai commencé dans l'histoire de bois, Alain Dinin, le patron de Nexity, m'a dit, tu sais, il faut absolument que ce soit 15% moins cher que la construction traditionnelle. Et je lui ai dit, pas question de jouer à la course à l'échalote à la baisse de prix. On veut des bâtiments de qualité et donc on sera probablement légèrement plus cher, mais j'ai pas de problème. Aujourd'hui, ça marche légèrement plus cher. Vous voyez, donc tout le monde peut s'y retrouver. Hein. Juste Denis Ferrand, une réaction justement sur les prix, sur la hausse possible. Sur les prix, de toute façon, ils dépendent aussi de l'évolution déjà des coûts des matières. Ils dépendent également de l'ensemble de l'environnement économique et de ce qui va se mettre en place au niveau de soutien. Enfin, par exemple, une bonne partie du CICE a été un outil, non pas forcément d'amélioration de prix, mais, ou de restauration de marge, mais a été au contraire un levier de redistribution de baisse de prix. Ça a été un enjeu de négociation. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on retrouve un espace de négociation de prix. Un prix est indissociable de toute façon de la qualité de ce que l'on apporte. On ne peut valoriser quelque chose à un juste prix qu'à partir du moment où il y a une réponse qui est de qualité, qui correspond véritablement à une aspiration de marché. Je peux rebondir sur le CICE, il n'a pas permis de baisser les prix, il a permis de garder nos emplois. C'est juste ça. Et il était très compliqué à mettre en œuvre, en plus, alors que ça aurait été tellement plus simple de baisser les charges directement sur la fiche de paye. On nous signale le départ du président de la République de l'Élysée, mais on va pouvoir tranquillement terminer cette table ronde. Il va mettre 10 minutes à peu près, il va un peu plus vite que nous. Il n'a pas de feu rouge, lui. Didier, vous avez augmenté, vous aussi, légèrement vos prix? Voilà, le prix aujourd'hui, il faut qu'on soit très très prudent. Moi, j'ai beaucoup régulé par l'investissement. Et ça, je pense qu'on va le payer très très cher dans les années qui viennent. Ça veut dire que j'avais la chance, moi, d'être dans une entreprise familiale où le mot dividende, on ne connaissait pas trop. Donc, on a toujours eu un très beau matelas qui nous a permis de passer la crise, parce qu'aujourd'hui, la trésorerie sert à ça. Mais par contre, je suis en déficit d'investissement, parce que je ne sais pas aujourd'hui inscrire mon entreprise à 10 ans. Je ne sais pas la positionner sur quel marché.
je ne sais pas sur quoi je vais faire. Et même moi, chef d'entreprise du bâtiment, j'ai été obligé de diversifier dans 4 secteurs complètement différents. 1 dans la restauration, 2 dans le transport de personnes à mobilité réduite, parce que je me suis rendu compte que si j'investissais fortement dans le bâtiment, ce n'était pas un choix stratégique positif pour mon entreprise. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas forcément des... On parle beaucoup des grosses entreprises. Moi, quand je forme mes apprentis, je leur dis, les gars, ce qu'on va faire, on ne va pas faire des coopératives ouvrières, mais ta compétence, je la préfère chez toi que chez moi. Parce que déjà, je n'aurai pas à payer tes heures supplémentaires et tu gagneras beaucoup plus d'argent en travaillant chez toi que chez moi. Par contre, ne pars pas dans des gros investissements parce que moi, mes investissements, je les ai faits. Par contre, je mets à ta disposition tous mes investissements. Je pense que demain, l'entreprise, il va falloir la revisiter, la repositionner. C'est une entreprise de partage. On voit bien aujourd'hui, tout va très vite. Moi, je pense que j'ai une pilleuse. Moi, si elle peut servir 8 heures par jour en la prêtant à mes amis, eh ben, il faut mieux qu'elle serve 8 heures par jour qu'en travaillant que 3 heures chez moi, parce que c'est moi qui ai porté l'investissement. Donc je pense qu'on va revisiter toutes nos entreprises, et je pense aussi que la flexibilité qu'on doit avoir dans nos entreprises, avec les nouveaux dirigeants, je vois bien, moi, mon fils, papa, il me dit, moi, je veux bien venir dans ton entreprise, mais ce sera une entreprise différente, ce ne sera pas la tienne, qui m'a dit. Et on va conclure sur les mots de votre fils, Didier, cette table ronde, puisque le président de la République a fait plus vite encore. Il est là dans 30 secondes. Donc, on vous remercie pour cette matinée. Et à tout à l'heure, ce sera à 14 h pétante. Okay. Bravo, en tout cas, pour la fierté de votre métier. À bientôt.